Bonjour, aujourd'hui nous allons suivre le cours sur l'état des connaissances à propos de la maladie Covid-19 au 20 mai 2020. Donc cet état de connaissances a été effectué hier. Il sera valable pendant une grande partie sera valable. En revanche, les petits détails ne le seront peut-être plus. Nous allons voir d'abord l'épidémiologie, puis la virologie, la transmission, les examens complémentaires qu'il est nécessaire de faire, les formes cliniques de la maladie et les traitements non spécifiques. Au terme de ce cours, les participants seront en mesure d'expliquer les caractéristiques épidémiologiques et virologiques de l'agent pathogène et d'expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'infection Covid. Ils connaîtront les différentes formes sémiologiques de la maladie et connaîtront les principes de prise en charge de la Covid. Nous allons reprendre l'épidémiologie mondiale depuis un mois. Donc on peut voir qu'il y a un mois, le 16 avril, il y avait 2 millions de cas au niveau mondial avec 140 000 décès. Une semaine après, il y en avait déjà 700 000 de plus. 2 semaines après, cela avait augmenté vraiment à 3 millions et nous sommes actuellement à 4 858 000 cas mondiaux de Covid dépistés, déterminés, parce que ces cas-là sont ceux qui sont bien diagnostiqués. Et vous voyez qu'on a plus de 281 000, qu'on est bientôt à la barrière des 300 000 décès. En l'épidémiologie régionale de la maladie Covid, faite hier, vous pouvez voir que pour le Gabon, hier nous étions à 1567 cas et 12 décès. On voit que c'est plutôt le Cameroun qui est très avancé sur la maladie et le Congo démocratique. En revanche, voici l'évolution sur un mois et demi à peu près. On voit bien que le Cameroun a fait une courbe épidémiologique que nous suivons. Donc vous voyez le Gabon en vert et que nous serons probablement à même de rattraper dans quelques semaines. Donc ils sont actuellement à plus de 3 500 cas et nous à plus de 1500 cas. Nous allons voir, pour connaître notre ennemi, il est important d'en connaître les caractéristiques virologiques, de comprendre comment il agit, quel est l'historique de nos connaissances sur les coronavirus et sa transmissibilité, ce qui est essentiel pour connaître les règles de protection. Alors, les coronavirus, c'est des virus qui ont été découverts très récemment, c'est les virus du XXIe siècle. Premier épisode très grave, ils étaient connus comme des virus saisonniers avec des petites infections respiratoires sans pathologie très importante. Cela dit, en 2002, en Asie, en Chine, il y a eu l'émergence du SARS-CoV en octobre 2002. Le réservoir animal était une chauve-souris et il est probablement passé, le virus est probablement passé à la civette, qui est l'animal hôte intermédiaire, où il y a eu une recombinaison et qui a permis d'infecter les humains. L'épidémie a été relativement faible. Donc on a eu à peu près 8000 cas et à peu près 800 décès. Elle a été elle a pu être bien mieux régulée que cette épidémie actuelle, puisque les gens, le ratio de contagiosité était moindre et que les symptômes apparaissaient que la transmissibilité apparaissait
lors des premiers symptômes. Ce virus est quasi le même que le nôtre maintenant. Il s'attaque aux cellules par le récepteur, la porte cellulaire ACE2, et nous en parlerons plus tard. Il a été donc très limité et on voit que l'épidémie en fait n'a duré que quelques mois et qu'en juillet 2003, elle était résolue. En 2012, sur la péninsule arabique, un virus va passer des chauves-souris vers les dromadaires et infecter des humains. Cette épidémie n'est pas finie. Cela dit, ce MERS-CoV a des caractéristiques saisonnières et va faire des petites pointes d'infection. Actuellement, il y a eu 2494 cas. Le taux de létalité est très très important à 34%. Notre SARS-CoV-2, donc 2019, il est apparu a priori en octobre en Chine. Il est passé de la chauve-souris vers le pangolin. Et comme pour le virus précédent SARS-CoV, qu'on appelle maintenant a posteriori 1, il a infecté un autre animal qui est le pangolin, et ce qui a permis une recombinaison du virus, qui a permis une infection à l'homme. Le pangolin et la civette sont des animaux qui sont très appréciés au niveau chinois, et c'est comme ça que dans les marchés animaux, pour la nourriture, c'est là qu'il y a eu un passage de l'hôte pangolin vers l'homme. On voit, nous sommes donc, on l'a dit tout à l'heure, quasi à 5 millions, et il y a le taux de létalité, heureusement, est bien moindre que le SARS-CoV-1. On a vu, il y a maintenant 189 pays qui sont touchés par cette épidémie. Donc là, la transmission, vous l'avez vu dans un cours précédent, l'indice de reproduction de base, R0, est très important à connaître. R0 veut dire que une personne qui est atteinte, qui est hôte du virus, va infecter de 2 à 6 personnes. À la deuxième génération, au mieux, il y aura 4 personnes infectées. Au pire, il y aura plus de 12 fois infectés. Donc c'est la différence fondamentale entre les SARS-CoV, c'est que notre SARS-CoV-19 de l'année 2019, millésime 2019, va avoir une transmission présymptomatique ou asymptomatique. Donc présymptomatique, dans les 6 jours précédant les symptômes, l'hôte va pouvoir transmettre et ne va pas s'apercevoir qu'il transmette. Voilà, il transmet évidemment par inhalation des gouttelettes et manuportage. Le SARS-CoV est retrouvé dans les voies aériennes supérieures et inférieures, dans les selles, dans les larmes, mais il n'est pas encore retrouvé dans la sueur et dans les urines. Il n'y a pas eu de preuve scientifique à ce jour. Alors, là, on l'a vu, la transmission, elle peut se faire par gouttelettes des crachats ou éternuements des patients, par aérosol. Donc, on ne sait pas encore, on n'est pas vraiment sûr. On sait que l'ARN viral peut être détecté dans les airs pendant 3 heures, mais il n'est pas sûr qu'il soit contaminant, que ce soit de l'ARN viral. Enfin, qu'il y ait assez d'ARN viral pour que l'inoculant soit actif. Donc par contact, il y en a beaucoup, on va se toucher, on va toucher les mains et puis après toucher la bouche, toucher les yeux. Et les transmissions orofécales n'ont pour l'instant jamais été scientifiquement prouvées. En revanche, il y a de fortes suspicions qu'il y ait beaucoup de transmissions orofécales et que les toilettes soient un lieu de haut danger actuellement.
Donc, en effet, la viabilité dans le milieu extérieur in vitro montre que, vous voyez là, au niveau de la peau, le virus est inactivé dès qu'on le lave. Dans les airs, il reste 3 heures. Au niveau de l'argent, il reste 4 heures. Des cartons, 24 heures. Et plastique acier, 2 à 3 jours. Sauf pour le cuivre, qui est virucide à peu près, qui connaît des qualités intrinsèques virucides, où il va rester 4 heures. Il ne survit pas sur les aliments, et c'est 4 jours sur le bois, en sus de ça. Donc les protections, et nous allons le voir pendant ce mock Réa Covid de manière extrêmement fouillée, mais il est important de porter des masques pour tous et des chirurgicales pour les soignants et les patients, et FFP2 pour les soignants qui sont en train de prendre en charge des patients connus Covid, notamment en train de faire des soins au niveau aérosol. L'habillage, vous savez que le mieux et le top du top, c'est la charlotte, les lunettes, la surblouse et le tablier plastique. La désinfection et le nettoyage peut être fait avec de la javel ou des désinfectants et sur les surfaces classiques. Les chambres en dépression sont le mieux, mais à défaut, on pourra ouvrir les fenêtres. Nous allons voir maintenant, puisque nous avons vu comment le virus agissait, comment il était transmis et quelle était sa qualité, mais comment maintenant, qu'est-ce qu'il va faire sur l'organisme humain. Donc, les mécanismes physiologiques, on sait que le virus va arriver dans les voies aériennes supérieures ou la bouche ou les yeux, et va infecter des cellules épithéliales via leur membrane et leur récepteur AC2, qui est le récepteur du système angiotensine 2. Avec ce récepteur, il va rentrer. Et les virus, donc coronavirus, sont des simples brins. Il va donner à ce simple brin ARN à la polymérase de la cellule, qui va commencer à produire les virus ARN virales. Au mieux, elle va en fait shifter toute sa production de protéines et toute la production qu'elle a besoin pour fonctionner, elle va le shifter vers la protection d'ARN viral qui vont permettre la synthèse d'abord de l'ARN et ensuite des protéines dont il a besoin et des membranes dont il a besoin. La cellule épithéliale, du fait de son récepteur AC2, va devenir une cellule de production entièrement dédiée à la production du virus, du coronavirus. Cela évidemment va la tuer. On voit où sont ces récepteurs, donc ils sont assez importants, assez répartis dans le corps. Donc il y en a dans le système nerveux central, dans les voies arrières supérieures avec notamment les cellules ciliées, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des cellules endothéliales, mais aussi des cellules angiogéniques migrantes qui vont permettre la formation de clots, et des cellules vasculaires du système musculaire des vaisseaux. Alors, au niveau des poumons, et cela va être le cas le plus grave, et vasculaire, au niveau du foie, des hépatocytes et des cholangiocytes, au niveau de l'intestin dans les entérocèles, au niveau des reins et au niveau aussi du cœur et des yeux. Donc vous voyez que en fait tout ça
toutes ces cellules et tous ces organes laissent la porte d'entrée des coronavirus. Quand en fait la cellule est rentrée au niveau des voies aériennes inférieures, elle va coloniser les cellules 2 qu'on voit ici, épithéliales des alvéoles, et ces cellules 2 sont aussi importantes pour fabriquer le surfactant qui est la matière qui permet à l'alvéole de rester ronde. En fait, quand la cellule va déjà se détruire, former les virus et après exploser, elle va ne plus faire de surfactant, mais aussi donc ce qui va collaber les alvéoles, et en plus l'alvéole va être remplie de déchets liés aux macrophages, à l'activité du système inflammatoire de l'organisme, macrophages, débris cellulaires, débris protéidiques, et donc l'hématose qui devait se faire entre l'alvéole et le système vasculaire et l'artériole ne va pas se faire. Les gaz sanguins, les gaz ne vont plus pouvoir avoir d'échange entre l'aérien et le sang. Donc, ces cellules, ces alvéoles vont être progressivement, petit à petit, de moins en moins fonctionnelles et se remplir de liquide et de magma celluloprotéique. Le Covid est aussi une vascularite à microthrombie. On a vu que nous avons des cellules endothéliales dans les vaisseaux qui vont posséder des récepteurs 2. Et en fait, quand le virus va passer, il va s'accrocher sur ces cellules qui vont éclater, qui vont produire du virus, éclater et former, en fait, permettre une fabrication de microthrombie. Et donc voilà, il va y avoir une inflammation qui va être très importante au niveau pulmonaire, on parle d'orage cytokinique pour cela, mais aussi au niveau vasculaire. Donc le virus va attaquer beaucoup d'endroits. Donc là, une des clés de la compréhension du mécanisme physiopathologique du coronavirus, c'est la réponse immunitaire. Vous savez bien, la réponse immunitaire est très variable en fonction des gens. Donc il peut y avoir d'abord avoir rencontré le virus, on peut avoir une immunité, qu'elle soit à long terme ou à court terme, on ne sait pas. La production d'anticorps, est-ce qu'il y a des effets protecteurs? On ne sait pas. On a l'impression que oui, étant donné que le plasma des patients guéris est efficace, paraît efficace sur les quelques patients qui l'ont reçu. On a parlé aussi des cas de réinfection. En fait, on pense que sur les données récentes, il n'y a pas eu de réinfection. En revanche, il faut et que ces réinfections, ces cas de réinfection étaient en fait des dysfonctions au niveau des tests, où les tests avaient été négativés, mais alors qu'ils étaient vraiment positifs, ou les tests étaient positifs alors que faussement positifs. En revanche, on s'aperçoit en regardant historiquement les études sur les coronavirus qu'on peut être réinfecté par des coronavirus. Donc nous allons voir maintenant la sémiologie et les formes cliniques de la maladie du Covid-19. Donc la période d'incubation, en général, c'est 14 jours en moyenne. Mais il peut y avoir, en moyenne, suivant l'exposition, mais il peut y avoir des médianes. Des patients peuvent développer les symptômes 2 à 3 jours après, de manière très précoce, après leur contact. Et ensuite, il y en a qui peuvent les développer plus de 20 jours après, 27 jours après.
Alors, la présentation clinique, on la connaît maintenant beaucoup. L'infection, c'est une infection respiratoire aiguë, paucisymptomatique à pneumonie, avec ou sans critères de gravité. Mais nous avons aussi, et on va reprendre, des signes ORL, digestifs, cutanés, neurologiques, cardiologiques et des pathologies thrombophiliques. Alors, les signes fréquents, on voit, c'est la fièvre, l'asthénie est très importante, la toux peut l'être aussi, et la toux, les diarrhées. Ce tableau est celui de patients hospitalisés, donc pas de forme paucisymptomatique. L'évolution respiratoire, donc on voit que au bout de 7 jours, petit à petit, là, le patient présente les signes précurseurs de la maladie. Puis, à 7 jours, il va développer des douleurs, une oppression thoracique et va demander à être admis, probablement va arriver aux urgences. Il sera éventuellement dyspnéique. En fait, à J8, J9, c'est souvent la période d'aggravation clinique qui est probablement liée à l'orage cytokinique qui se passe dans les alvéoles et dans l'organisme. À peu près dans les 10 jours, il va y avoir une dégradation réelle de l'état pulmonaire respiratoire qui nécessitera une admission dans les services de soins intensifs. On sait qu'à peu près 10%, un peu plus de 10% des patients ont besoin de ventilation. Donc les signes ORL, on a l'anosmie brutale et la dysgeusie, c'est-à-dire qu'un patient va se plaindre d'avoir une perte d'odorat, perte de goût, il va plus sentir l'acide ou quand il va boire, exemple, il va boire de l'alcool ou il va sentir un parfum, il ne sentira plus le goût de l'alcool ni le goût du parfum, il sentira juste l'alcool comme de l'alcool à 70. Il faut toujours rechercher, en fait, quand vous arrive un patient qui a des petits symptômes ORL et tout, il faut toujours lui poser cette question. Donc ça survient souvent pendant les symptômes, mais souvent avant et après. C'est a priori résolutif dans les 15 jours. Donc rappelez-vous, anosmie sans obstruction nasale et agueusie, Covid-19. Le patient va arriver en vous disant « c'est bizarre, je ne sens plus trop ». Les signes digestifs. Donc en fait, au départ, on pensait que le Covid était surtout respiratoire, mais non, 50% des personnes présentent des signes digestifs parce que la cellule endothéliale la cellule entérocytaire va présenter des récepteurs ACE2. Donc il y a des diarrhées, il y a des anorexies, des vomissements et des douleurs abdos. Les hospitalisations, lorsque la maladie est plutôt à symptomatologie digestive, sont en général plus tardives et plus graves. Voilà. L'indice de suspicion, donc c'est très important d'y penser. Et si le test nasopharyngé est négatif, ce qui peut être possible, parce que l'infection est plutôt dans le tube digestif, il est très important de faire tout de même un CT scan, un TDM pulmonaire, pour voir s'il y a les lésions caractéristiques. Donc les signes neurologiques, eh bien, je remets, mais les pertes de l'odorat et tout, et les agueusies sont liées à une invasion par le virus du bulbe olfactif. On peut avoir aussi des vertiges, des céphalées, on peut avoir des confusions.
Et il y a eu des méningo-encéphalites de plus en plus décrits, qui sont rares, mais qui sont décrits. Et il y a aussi des accidents vasculaires cérébraux. Alors il faut faire attention, on peut avoir un accident vasculaire cérébral d'un patient qui a 60 ans, qui arrive aux urgences 60 ans, hypertendu connu, diabétique non insulinodépendant. Il a un accident vasculaire cérébral. Attention, même s'il fait penser au Covid. Les signes dermatologiques, donc c'est des lésions en général qui correspondent à une atteinte des micro-vaisseaux et qui sont de type engelure, en général peu douloureuses, avec des orteils, des extrémités, mains ou pieds, mais en préférence extrémités inférieures, des orteils violacés. Nous avons aussi les signes ophtalmologiques. Donc, nous pensons que le virus peut commencer à pénétrer l'organisme, ou en tout cas peut pénétrer les cellules des yeux et donner une conjonctivite. Donc, et aussi la sécrétion des larmes va être positive au niveau viral. Donc il faut faire attention si un patient arrive avec une conjonctivite qui est assez forte dans sa présentation sémiologique, clinique, il faut faire attention, lui faire porter des lunettes et soi-même porter évidemment ces lunettes, mais aussi tout l'arsenal de précaution. Alors, les formes paucisymptomatiques ou symptomatiques, donc elles sont très importantes. Et notamment, le cas du Diamond Princess, l'histoire du Diamond Princess où il y avait 3700 personnes embarquées, nous a bien appris ce qui se passait. Il y avait 46 asymptomatiques en fait dans les personnes qui ont été dépistées, avec 19% de Covid positifs. Donc dans les asymptomatiques, évidemment, il y en a qui sont devenus Covid positifs, mais en revanche, il y en a qui sont restés asymptomatiques. Donc il y a dans d'autres études, on a à peu près une moyenne de 50% de personnes qui ne font pas de syndrome clinique de l'infection Covid. Ce qui montre l'importance des clusters familiaux et des jeunes de 18 à 29 ans qui sont très souvent asymptomatiques. Donc, dans les asymptomatiques, 20% deviennent paucisymptomatiques avec des fébricules. Cela dit, il y a 50% qui ont quand même un scanner pulmonaire qui est positif. Ok, donc il ne faut pas l'oublier. Et ils peuvent avoir des lymphopénies et des leucopénies avec élévation de la CRP. La problématique, c'est que ces asymptomatiques vont transmettre sans le savoir. Alors, le Lancet a montré 3 types d'évolution. Donc d'abord le type 1, donc une maladie paucisymptomatique avec une présentation clinique très fruste, et qui va très peu symptomatique, et il va y avoir rapidement une évolution spontanée favorable malgré une forte présence de virus en nasopharyngée. Le type 2, c'est une maladie à prédominance inflammatoire en 2 phases. D'abord, il y a une phase initiale rassurante qui est la phase d'invasion du virus et de production de virus. Et puis après, l'aggravation secondaire dans le 7e et le 10e jour, qui est plutôt là une réaction inflammatoire de l'organisme. Et donc, il va y avoir une diminution de la charge virale au cours de cette période dans les échantillons nasopharyngés. C'est la phase orage cytokinique. Qui va être d'évolution défavorable ou favorable en fonction des terrains du patient. Et puis le type 3, la maladie virémique, qui est une présentation grave d'emblée, qui est souvent chez des patients qui
qui possèdent beaucoup de comorbidités comme le diabète, comme une grosse hypertension ou un âge avancé. Et l'organisme ne va pas se défendre contre le virus, ne va pas pouvoir se défendre et va donner il va y avoir une grosse virémie et souvent cela va aboutir à une défaillance multi-organique. Alors, au niveau des enfants, les enfants, ils sont souvent infectés lors des clusters familiaux. Ils vont faire une forme très peu sévère en général, avec des signes qui vont aller de la fièvre, de la toux, des diarrhées comme une gastro-entérite virale banale. Et puis, il va y avoir aussi des conjonctivites. Chez les enfants, ils font plus de signes neurologiques. Il y a aussi des cas de Kawasaki-like, de vascularite. On a vu qu'il y avait une inflammation endothéliale et qui est liée à l'infection virale. Ces vascularites sont singulières parce qu'elles sont en général chez des enfants de plus importants, au-delà de 6 ans. Les nourrissons, pour le coup, vont être plus à risque de moins d'1 an du fait de l'immaturité de leur arbre pulmonaire, bronchopulmonaire. Au niveau de la grossesse et du postpartum, il y a peu de cas graves, pas de transmission connue a priori. Cependant, les dernières publications font état de case report de transmission verticale, mais avec des infections qui sont du nouveau-né, mais il n'y a pas eu de cas péjoratifs pour l'enfant. L'effet sur la grossesse, donc au premier semestre, on peut craindre, mais rien n'a été prouvé, il n'y a pas eu de case report encore. On peut craindre qu'il y ait des malformations, mais pour l'instant c'est inconnu et pas de case report. En revanche, au dernier trimestre, l'infection virale, l'hyperthermie, l'asthénie, le mal-être de la femme enceinte peut pouvoir provoquer une prématurité. Au niveau de l'allaitement, on peut recommander un allaitement maternel, mais avec les gestes de précaution barrière, avec lavage des mains, mise d'un masque pour l'allaitement et mise d'une surface entre le bébé et la maman, à part le sein, qui soit propre. Nos anciens, qu'est-ce qui se passe? Alors au départ on disait attention, évidemment les anciens ils sont bien plus fragiles et notamment au-dessus de 65 ans. En revanche, le pourcentage il ne faut pas oublier que le pourcentage d'asymptomatiques est élevé. C'est pareil, c'est à peu près le même pour tous les âges chez la moitié des personnes. Ils sont dans une étude d'une maison de retraite, tout le monde a été testé, 30% étaient positifs, 50%, dans ces 30%, 50% étaient asymptomatiques, plus de 50%, et 9% avec des symptomatologies atypiques, c'est-à-dire que ces seniors présentaient une confusion, des chutes, des signes cliniques qui n'avaient rien à voir avec l'infection Covid qu'on connaissait, notamment une fracture du col de fémur par une chute, une labilité de la température corporelle, et beaucoup font des signes digestifs avec diarrhée. Maintenant, nous allons voir les examens complémentaires. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? Alors, donc la RT-PCR, elle a une sensibilité qui n'est pas la meilleure. Il peut y avoir 30 à 60% de faux négatifs. En revanche, sa spécificité est très élevée. Pour augmenter la sensibilité, il faut multiplier le nombre de prélèvements. Et puis, voilà, les faux négatifs sont très importants dans la 2e semaine au niveau nasopharyngé. Il y a eu une clairance du virus
et ça peut être confondant. En revanche, le scanner sera toujours positif. Donc ne pas oublier de faire un scanner plutôt, même avec une RT-PCR négatif, pulmonaire. Alors la charge virale, la virémie est en général faible, à part pour la troisième forme clinique avec haute virémie. On peut voir que la charge virale dans les crachats, elle est toujours présente à 19 jours, toujours présente à 18 jours dans les selles et 12 jours dans le nasopharynx. Ça va diminuer, mais il reste, on voit là, 20 jours après, 46% sont toujours positifs à peu près dans les voies aériennes supérieures. On peut estimer qu'à 30 jours, il y a eu normalement une clairance. Alors, le mieux, c'est de faire une culture, mais on ne peut pas tout le temps, et puis on n'a pas vraiment le temps. En tout cas, c'est ce qui serait bien. Les sérologies, donc, les IgM apparaissent à 5 jours et les IgG à 14 jours. La médiane, les anticorps apparaissent, la médiane, voilà, les IgM vont partir à 12 jours. Donc le mieux, c'est de combiner la PCR et la sérologie pour une sensibilité diagnostique. Attention, et ce qui est intéressant, c'est que le taux d'anticorps montre la gravité, est parallèle à la gravité. Qu'est-ce qu'on doit faire quand un patient arrive aux urgences? Il est important de faire une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin, une fonction rénale, une CRP, des hémocultures, un frottis sanguin et une goutte épaisse s'il y a de la fièvre dans nos contrées. Ensuite, si on a un Covid confirmé ou sévère, si on peut, il faut faire des gaz artériels, un bilan hépatique qui est important, des dédimères, des LDH, des CPK, de la troponine et de la BNP. Et un BNP. Donc les signes systémiques, les signes de gravité de la biologie, on a les signes systémiques de la cascade inflammatoire avec les polynucléaires neutrophiles qui vont augmenter et les lymphocytes qui vont diminuer. La lymphopénie est très très caractéristique de l'infection Covid. On l'a vu, même les polysymptomatiques, voire les asymptomatiques, avaient des lymphopénies. Donc si y a les syndromes inflammatoires qui sont très augmentés, c'est aussi des signes de gravité avec CRP, fibrinogène et des dimères. Les cytokines, ça c'est si on peut. Donc la lymphopénie, elle est constante dans les formes sévères, mais très, très importante dès les petites infections. Et puis la troponine, 50% des patients décédés dans une étude avaient des myocardites et donc une troponine élevée. Les BNP, de même, leur augmentation est corrélée avec une mortalité plus importante dans les draps. Donc voilà, là on le reprend, mais mauvais pronostic s'il y a une lymphopénie, s'il y a une augmentation du bilan hépatique, de la LDH, des marqueurs de l'inflammation, des dédimères, des TP, des troponines, CPK et une insuffisance rénale aiguë. Quel bilan faire? Aussi, j'ai mis la radiographie, mais elle n'est pas essentielle. Mieux vaut passer au TDM pulmonaire quand on peut. Cela dit, si on n'a pas de TDM et une radiographie, on voit ici des infiltrats déjà qui sont bilatéraux et qui évoluent. On peut les voir en réa quand on a une girafe et c'est pas mal pour voir l'évolution. Quand on a des possibilités de faire une imagerie, échographie, on peut le faire. Donc c'est épaississement pleural, ligne B hétérogène. Et ça peut nous indiquer aussi qui doit être hospitalisé en service de soins intensifs avec des sévères désaturations. On peut voir les lignes A et les lignes B, les signes de consolidation. Je vous invite à vous former sur l'échographie en temps de Covid.
Alors, le scanner thoracique, c'est le gold standard, c'est l'examen le plus sensible, il va être positif dans 97% des cas. Et puis, il est plus précoce que la clinique. Déjà, dans les scanners qu'on a fait avec des patients très peu symptomatiques ou à symptomatologie digestive, on voit un scanner qui va être positif. Et donc, il est quand même normal dans les 3 premiers jours. Et la meilleure façon de faire un diagnostic, c'est CT scan et RT-PCR. Attention, si vous avez un malade qui s'aggrave soudainement, pensez à lui faire un angio TDM en même temps pour voir s'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Donc on voit là les imageries, ces plages de verre dépoli, elles sont typiques, plus éventuellement bilatérales, et c'est ce qui fait la gravité, une des gravités de la maladie Covid. Elles sont souvent périphériques et dans les lobes inférieurs. Il peut y avoir des formations nodulaires et des syndromes interstitiels ainsi que des pleurésies et plus ou moins des lymphadénopathies réparties dans l'arbre bronchique, au regard de l'arbre bronchique. Alors, comment décider l'hospitalisation? On va voir les facteurs de gravité et les facteurs de vulnérabilité. On regardera déjà ça. Si l'âge est supérieur à 70 ans, si c'est un sexe masculin, se poser la question. S'il est diabétique, s'il est obèse avec une BMI supérieure à 30, s'il est insuffisant respiratoire chronique, s'il a des maladies cardiovasculaires, hypertension ou cardiopathie ischémique, c'est un malade qui est potentiellement à risque de faire une forme grave du Covid. On a vu les facteurs de gravité, mais aussi on les revoit, température supérieure à 40, la fréquence respiratoire est supérieure à 24 cycles par minute, la saturation est inférieure à 90 ou oxygéno-requérante à plus de 3 litres par minute, la pression artérielle systolique est inférieure à 100, il y a des troubles de la vigilance, les lactates sont supérieurs à 2 millimoles par litre et il y a des anomalies bilatérales à la radiographie ou au scanner thoracique. L'augmentation aussi du besoin en oxygène doit nous alerter. Alors, l'évolution de la maladie, on va avoir beaucoup de personnes qui vont guérir. Vous savez, il n'y a que 1% de décès. En revanche, les légers vont la plupart du temps guérir et voilà, l'admission en soins intensifs évidemment et la réanimation, et c'est là qu'il va y avoir le plus de décès. Donc la guérison, elle est en moyenne en 25 jours, voire en 35 jours. On peut la définir comme une absence de symptômes au bout de 8 jours de la maladie. Ça, c'est la guérison clinique et elle doit être vérifiée, confirmée pendant 48 heures. Au niveau des RT-PCR négatives, 48 heures après. Alors, donc problème de distance, les décès, ils nous donnent des problèmes de distance imposés avec les familles. Les deuils sont très difficiles car la qualité de vie, de fin de vie est altérée étant donné qu'il n'y a pas de contact possible avec la famille. Donc les rituels sont difficiles parce que les soins de conservation sont interdits. La mise en bière est immédiate et la pratique de la toilette mortuaire est interdite. Il est important de considérer cette maladie au niveau psychologique, tant pour le patient que pour la famille, qui vont se sentir un peu ballottés par le système de santé. Donc soyez vigilants à bien expliciter votre démarche au patient qui est assez anxieux par cette maladie. Voilà, donc on finira par la prise en charge générale des remarques spécifiques au Covid. Donc d'abord, il y a beaucoup d'hypokaliémie pendant le Covid, donc pensez à recharger en potassium
car il y a une fuite rénale du K+, étant donné l'invasion des cellules avec des récepteurs enzymes de angiotensine 2. Donc toutes ces hypokaliémies, elles ont bien répondu à la recharge potassique, qu'elles soient PEROS ou IV en fonction de leur sévérité. Il faut faire aussi attention bien aux troubles de coagulation. Les patients sont à grand risque de faire des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires et des microthrombie. Donc il est maintenant recommandé de faire une prophylaxie antithrombique importante dès les stades symptomatiques de la maladie. Donc c'est un patient qui est à domicile, ne craignez pas de lui donner de l'héparine ou un traitement prophylactique. Et dès qu'il y a besoin d'oxygénothérapie, qui va être hospitalisé, il est nécessaire de le mettre sous prophylaxie curative. Les doses sont augmentées. Voilà, maintenant nous allons, le plus important, et pour finir ce module, les mesures barrières sont très importantes. La lutte contre l'épidémie est une lutte collective. Les soignants sont à l'hôpital ou dans les dispensaires, mais les familles et toute la collectivité doivent prendre part pour contenir l'infection. Alors, en conclusion, ce module était fait pour que vous compreniez, vous connaissiez notre ennemi, le coronavirus, le SARS-CoV-2. J'espère que vous aviez bien compris sa nature, sa façon de rester, de se transmettre entre humains, sa façon d'envahir l'organisme. D'autre part, il est important de connaître les endroits où il peut avoir un effet sur l'organisme, le poumon, certes, mais aussi les yeux, la peau, le système digestif, le cœur et le système neurologique. Donc il est important que vous soyez vigilants pour chaque patient, de faire tout un examen clinique complet. Par ailleurs, nous vous avons transmis les quelques précautions à prendre pour un traitement, pour un patient atteint de Covid-19, qui sont la supplémentation potassique et la prévention antithrombophilique. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous partirez bien armés contre cet épisode sanitaire, cette situation sanitaire exceptionnelle.